claque de main. Ok, attention au micro, un peu là. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ce nouvel épisode du Vendredi Salon. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons vous parler de la situation internationale de plus en plus volatile. Eh bien, comme certains pourraient le dire, Lénine. Eh bien, il y a des siècles où rien ne se passe et il y a des semaines où des siècles se passent. Et alors c'est un des semaines, ou des siècles, sont en train de passer devant nos propres yeux. Tout à fait, complètement. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous pouvons voir que la situation internationale est en train de changer. Chamboulé. Il y a une inversion des valeurs, n'est-ce pas? Eh bien, ceux qui étaient les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, n'est-ce pas? Donc, de par là, excusez-moi. Donc, de par là, nous pouvons analyser que, voilà, il y a un retrait américain de l'OTAN. Il y a un chamboulement diplomatique et géostratégique international qui est en train de se passer sous nos yeux et qui est même en cours. Il y a des négociations pour les malheureuses guerres qui font rage en Europe de l'Est. Beaucoup de pression occidentale, que ce soit de la Russie ou de la Chine, beaucoup de pression occidentale. On voit un changement entre la polarité du monde. Le monde devient de plus en plus multipolaire, surtout quand on considère ce retrait américain. Tout à fait, complètement. Bien, nous pouvons voir que les Américains sont en train de se retirer d'une certaine façon de la scène internationale, mais pas complètement, n'est-ce pas? Ils ont des vues sur le Canada, sur le Groenland, et Le Paname. le canal de Panama. Et de par là, eh bien, nous pouvons voir qu'il y a un retrait de l'Europe, du continent européen. Qui ressemble beaucoup à la doctrine de Monroe. Tout à fait, tout à fait. C'est un retour de beaucoup des idées historiques à propos de la politique étrangère des États-Unis. Isolationniste. C'est un retour à l'isolationnisme pour les Américains. Mais pas complètement, parce qu'il y a le Roosevelt Corollary, qui indique que même si on va nous isoler dans notre propre hémisphère, ça veut dire de toute façon on doit avoir de domaine, d'autorité dans notre hémisphère. Donc, ils contrôlent leur hémisphère, mais se retirent du reste du monde. C'est ce qu'on peut voir. Et ça, c'est une doctrine et une politique américaine qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est ancien. Et elle est juste en train de s'appliquer de nos jours, n'est-ce pas? Et on va aujourd'hui analyser et essayer de comprendre, sans prendre de côté, sans essayer de vous inculquer quelque idéologie que ce soit. Ce n'est pas notre style de faire cela. Ah non. On est là juste pour analyser la situation froidement et pour essayer de comprendre. Donc, de par là, on peut voir le retrait américain, comme on l'a dit. On peut voir que l'Europe de la défense, comme l'appelle le président Emmanuel Macron, devra naître. L'Europe doit compter sur elle-même. L'Europe doit assurer sa défense. L'Europe doit prendre son avenir en main. Eh bien, c'est comme ça. Ce qui exprime une idée vraiment réaliste. Vraiment réaliste. L'école de pensée le plus prominent parmi ces 2-3 dernières décennies, c'était celle de la libéralisme. Une doctrine qui a affaire avec les institutions mondiales, des institutions supranationales, le droit international, libéralisme. Oui. Mais ces assumptions de libéralisme sont en train de défendre un peu, je dirais. Et ce qui le remplace, c'est l'école réaliste de nos jours. La réelle politique. Réelle politique. Voilà, les rapports de force. Une école exactement, un rapport de force, un équilibre de puissance, self-help. C'est le système international de auto-reliance. Ok, auto-reliance, donc l'autonomie. Eh bien, comme Nikita l'a déjà dit, il n'y a plus de relations internationales basées sur des institutions supranationales. C'est-à-dire, les Américains... Ou au moins, leur influence est en train de décliner. Est en déclin. Voilà. Leur influence est en déclin. Voilà, c'est nuancé. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les Américains sont en train d'avoir des relations diplomatiques avec d'autres nations sans l'intermédiaire d'institutions internationales Supranationales. Comme les Nations Unies. Nous voyons que la France et l'Allemagne sont en train de s'aligner sur le plan de politique extérieure. Ce qui n'était pas le cas, n'est-ce pas? L'Allemagne avait une politique particulière. Les Français avaient une politique, on pourrait dire, qui essayait de s'aligner avec celle de l'Allemagne, mais quand même qui avait des intérêts contraires. D'accord? Donc aujourd'hui, avec les tensions qui courent, avec l'instabilité,
Nous pouvons voir que les Français et les Allemands sont en train de s'aligner de plus en plus sur leur politique internationale. Nous pouvons voir que les institutions supranationales et internationales ne sont plus bien des intermédiaires de confiance. Ou plutôt ont perdu. C'est un peu juste un embellissement. C'est une façon de polir les relations internationales. Exactement. En fait, le commencement de toute la tradition libérale est avec Thomas Hobbes et son Léviathan. Et une des premières idées qui exprime Thomas Hobbes, c'est que le gouvernement, c'est un homme artificiel. Le mot-clé ici, c'est artificiel. Ça veut dire que chaque type de mécanisme, appareil politique, le gouvernement, les lois, parlement, etc., decorum, c'est une invention humaine. Ça n'existe pas dans la nature. Et ce qu'on oublie parfois, c'est que même si les États sont des contrats sociaux, de toute façon, le sein international, c'est un état de nature. Tout à fait. La scène internationale, eh bien, c'est le bazar, c'est la pagaille, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'état de nature, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus fort. Voilà. Eh bien, la réalité est de retour. La réalité est de retour parce qu'avant, nous pouvions voir, eh bien, la différence qu'il y avait entre l'Est et l'Ouest, entre l'Occident et l'Orient. Quand je dis l'Orient, je veux dire l'Est, géographiquement. Donc, certains appliquaient les rapports de force et l'équilibre des puissances, n'est-ce pas? Et d'autres se basaient sur les lois internationales. Bien, d'accord. Mais aujourd'hui, on peut très bien voir que il faut une force militaire, ce qu'on appelle en anglais hard power, sur le sol, qui donne des garanties de sécurité pour la préservation de l'ordre. Et l'Europe est divisée en trois. Vous devez comprendre. Les États nordiques, scandinaves, veulent des assurances. Des assurances stratégiques et défensives. Exactement. Donc, historiquement, nous avions la Finlande et la Suède qui avaient essayé de préserver un semblant de neutralité quant à l'OTAN. Mais la Suède avait rejoint l'OTAN il y a 1 ou 2 ans. Donc, ils ne sont plus alignés, ils ne sont plus neutres. Donc, on peut voir que les Scandinaves veulent des assurances concrètes. Ils veulent une force militaire qui va leur dire, OK, eh bien, le voisin de l'Est ne va pas s'approcher car, voilà, vous avez ici des bases militaires qui seront aptes à répondre à quelque attaque. Donc, ils veulent des preuves. Maintenant, nous avons les Européens de l'Est, les Polonais, les Ukrainiens, etc., qui veulent, les Estoniens, qui veulent des assurances américaines. Pour eux, la défense commence par les Américains, la défense commence par une capacité américaine, par un soutien américain et par des relations diplomatiques menées par les Américains. Car elles sont à la frontière. Et c'est très intéressant de voir cela parce que les Polonais, par exemple, qui sont à la frontière de l'Europe continentale, si on peut l'appeler comme ça, eh bien, vont prendre en tête la Commission européenne de la sécurité. Ouais. Or, la Pologne est très impliquée dans l'OTAN. Donc, elle a haussé son budget de 4,1% à 4,6 ou 7. 4,6. 4,6%. Et pour vous donner un peu de contexte, l'OTAN demande 2% d'implication et la plupart des pays européens, on l'a vu avec le discours du président J.D. Vance, ne sont pas encore en accord avec les 2%. Or, la Pologne est à 4,6%. Hein? Donc, la Pologne, eh bien, sera présidente du Conseil de sécurité de l'Union européenne. La France et l'Allemagne, les troisièmes, Les puissances continentales. voilà, veulent une autonomie géostratégique européenne continentale, c'est-à-dire Qui est unique que celle des Américains. exactement. Donc, ils veulent que la France, l'Allemagne dominent le continent européen et assurent la défense du continent européen indépendamment des États-Unis d'Amérique et indépendamment des Russes. Ils ne veulent pas d'interférence, ils ne veulent pas de pression externe, ils ne veulent pas d'ingérence, ils veulent une décision interne européenne qui s'exprimera de façon externe, sur le sol, et qui sera concrète et directe. Très bien. Donc, nous avons ces trois visions. Eh bien, la plus prévalente, la plus réaliste, la plus possible, nous pourrions dire, c'est l'autonomie géostratégique de l'Europe, car la France a une armée complète, n'est-ce pas? La France produit ses armements chez elle. La France peut se déployer avec une force d'action, c'est-à-dire la France déploie. La France ne se déploie pas comme les Américains en Irak.
la France déploie une force spécialisée, concrétisée, dans les pays qu'elle veut, par exemple, à Djibouti, je pense à Djibouti, je pense au Mali, je pense à Serval, je pense à toutes ces opérations. C'est une force de projection. L'armée française possède une force de projection. Ça n'est pas une force d'occupation. Elle n'est pas là pour rester. Elle se base sur des soldats spécialisés, des soldats bien entraînés, des soldats qui ont un armement complètement unique, franco-français. Voilà. Donc, par exemple, les Allemands produisent des armes, c'est vrai, mais pour produire ces armes, ils ont besoin d'un soutien américain pour certains matériaux, n'est-ce pas? Donc, l'armée française est la seule capable de pouvoir pallier ces aspirations militaires. Ce vide. Oui, bien sûr. Et donc, la France a tout intérêt à ce qu'il y ait une autonomie géostratégique, car eh bien, une autonomie géostratégique pour la France, c'est-à-dire plus de contrats pour la France. La France va faire de l'argent, la France va vendre des armes aux Européens, à la place que l'Allemand achète ses armes des Américains. Les Américains achètent ses armes des Français. Donc, ça va être très positif pour l'économie française. Donc, on comprend ici ce qui motive ce sentiment français. Mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus antique que cela. Et c'est le croyance et la pensée de Charles de Gaulle, qui était toujours sceptique des institutions supranationales. Il appelait les institutions comme les Nations Unies, le machin, le chose, le thing, par exemple. Et il avait toujours un peur. Une peur. Il avait toujours une peur de faire des concessions aux institutions comme OTAN, par exemple, car il les croyait comme étant des institutions anglo-saxons. Tout à fait. Il avait une réticence vis-à-vis de ces institutions, car il pensait qu'elles étaient dominées par ce qu'il appelait les anglo-saxons. Pour lui, il ne faisait pas de différence entre les Britanniques et les Américains. Pour lui, c'était un même peuple avec une même politique. Pour lui, les Britanniques étaient les agents des Américains sur le continent, pour le général de Gaulle, bien sûr. Et donc, il se disait que c'est pour ça qu'il est sorti du commandement intégré de l'OTAN, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il n'y a pas de base américaine, ou plutôt de l'OTAN en France. Car le général de Gaulle ne l'a pas voulu. Il a voulu une autonomie géostratégique. C'est pour ça que la France a le nucléaire. Pour ne pas, et ça, il l'avait dit au président Roosevelt, pour ne pas que si un jour vos descendants oublient vos promesses, parce que Roosevelt avait dit à Charles de Gaulle, pourquoi vous avez besoin du nucléaire? Non, on va vous protéger, il n'y a pas de problème. Il a dit, oui, vous, je suis sûr. Mais si un jour viendra où vos descendants oublieront cette promesse, nous serons prêts. Et il a dit aussi, eh bien, il suffira que nous puissions arracher un bras. Donc, son but, c'était de pouvoir avoir une conséquence, une force de frappe, un moyen de pression, un moyen de coercion, et de pouvoir déterrer, très important ce mot, déterrer, deterrence, pouvoir déterrer toute action belliqueuse externe. Donc, la paix par la force. Pour imposer la paix, il faut que l'adversaire pense que s'il commence la guerre, eh bien, les conséquences seront désastreuses. Ouais. Il y a un terme pour cela. Cela s'appelle the security dilemma. Le dilemme sécuritaire. Exactement. C'est une des grandes doctrines de l'école réaliste. Et on voit ici que toutes les assumptions de la libéralisme ont été toujours soutenues par des forces coercives, par des conséquences militaires. Car c'est comme cela que les lois et les institutions fonctionnent. C'est-à-dire, dans le système international, eh bien, il ne suffit pas d'avoir juste des promesses. Comme disait le président Chirac, président Chirac, eh bien, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, n'est-ce pas? Donc, il ne suffit pas de dire « Ah, vous n'allez pas attaquer et c'est bon ». Non. Eh bien, il y a une force sur la terre. Eh bien, si quelqu'un peut attaquer, il attaquera. S'il peut, il attaquera. Voilà. Donc, celui qui ne peut pas attaquer, qui ne peut pas se défendre, sera attaqué. Non, c'est une question de pouvoir. Voilà, c'est une question de rapport de force. Donc, aujourd'hui, nous voyons cela, nous voyons cette évolution, nous comprenons les intérêts de la France. Nous voyons un changement dans les sondages par rapport aux élections européennes. Donc nous comprenons les intérêts de la France, nous comprenons la réticence de l'Allemagne, nous comprenons les inquiétudes des pays de l'Est et nous comprenons... Même le retrait des Américains.
Bien, bon, voilà. Et nous comprenons les assurances requises des pays scandinaves. Et est-ce que l'Europe peut se défendre? Est-ce que l'Europe a les moyens, les capacités? Eh bien, en termes d'hommes, les Européens possèdent plus d'hommes que les Américains. Plus de... De mecs. On doit envoyer des mecs. Ouais. Il possède plus de mecs. Ouais. Et, donc, il possède une industrie. L'industrie allemande, nous n'avons pas besoin de chanter ses louanges. Il possède une armée complète, l'armée française. Il possède une culture... De l'arme nucléaire. Une dissuasion nucléaire de l'armée française, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas unifiés. Ils ne sont pas unifiés. Donc, Ouais, exactement. Pour faire de la guerre, il faut de la solidarité. tout à fait. Donc, La Russie, il y a de la solidarité. La Chine, même chose. Mais c'est pas le cas avec les Européens. Si il y aurait une armée européenne, c'est qui dirigerait cette armée? C'est qui tuerait les shots, call the shots? oui, c'est qui appellerait les shots? Ok, ben voilà. Donc, Alors, cela indique une question de souveraineté, voilà. qui a ses origines avec le traité de Westphalie, cet accord qui a terminé la guerre de 100 ans, Très intéressant. qui a établi le concept de D'État-nation. nations-États. Ok, très intéressant. Plusieurs points ici. Mhm. Donc, en ce qui a rapport avec la dissuasion nucléaire et le leadership, excusez l'anglicisme, eh bien, le président français a déjà parlé de concessions qu'il était prêt à faire aux Allemands et à d'autres partenaires européens par rapport au nucléaire. Eh bien, il voudrait réitérer cette idée du nucléaire dissuasif européen. Le nucléaire est entre les mains des Français. Mhm. Et le président français voudrait un peu l'étendre en Europe, donner des assurances aux autres États avec le nucléaire, n'est-ce pas? C'est pas uniquement une bombe française, c'est une bombe européenne. Voilà, il Voilà l'idée. voudrait en faire une bombe européenne, mais il l'a dit, la décision reviendrait au président de la République française. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est juste un changement. Eh bien, il veut changer la présence américaine en présence française. Très bien joué. Très bien joué. Oui. Et c'est le vieux rêve de Napoléon. C'est le vieux rêve de Charlemagne. C'est le vieux rêve... De Jules César. Ben oui, depuis la chute de Rome, Mhm. tout le monde veut reconstituer Rome. Il y avait plein d'écrivains, n'est-ce pas? Il y avait Pétrarque, Mhm. qui voulait avoir cet éveil. Il y avait même Machiavel qui parlait de cet éveil de Réunification. Rinascimento, Mhm. n'est-ce pas, de la péninsule italienne, mais bien sûr, C'est le même sentiment, c'est le même esprit. voilà, c'est le sentiment d'unité qui doit régner entre les Européens, malgré les invasions barbares qui se sont passées lors de la chute de Rome. De par là, Emmanuel Macron veut essayer d'unifier les Européens derrière la France. Et, excusez-moi, Nikita a soulevé un point très important, qui est les États westphaliens. Mesdames et messieurs, dans le système international, aujourd'hui, il ne suffit pas de pouvoir imposer sa volonté de par l'État westphalien. Qu'est-ce que l'État westphalien? C'est l'État qu'on a imposé après le traité de Westphalie. Il y avait un problème en Europe. Il y avait trop de principautés. Il y avait trop de palatinats. Il y avait trop Alors, trop de conflits, trop de guerres. Voilà. Il y avait trop de structures politiques qui multipliaient les guerres. Donc, à la fin de la guerre de 100 ans, eh bien, ils ont imposé ce traité de Westphalie qui délimitait les frontières des États et hop, création des États-nations. Ce qui est un concept uniquement occidental. Tout à fait. Cela n'existe pas dans l'Orient, car c'était, encore une fois, le traité westphalien, c'était une réponse à une question, à un problème qui se passait dans l'Europe. Alors c'est un concept européen, le nation-État. Complètement, complètement. Donc, par exemple, dans les autres pays, dans les autres civilisations, qu'est-ce qu'une civilisation dans ce cas-là? C'est tout ce qui s'agrège à une religion. Nous avons l'Inde. L'Inde n'est pas un pays comme la France. Non. L'Inde est une civilisation.
La Chine n'est pas un pays comme la France. La Chine est une civilisation. Donc, aujourd'hui, quand les Européens veulent traiter avec les Indiens, les Chinois, ils ne doivent pas traiter en tant qu'État westphalien. Ils doivent traiter en tant que civilisation européenne. Qu'est-ce qu'une civilisation? C'est tout ce qui s'agrège à une religion, comme diraient certains. Certains étant Samuel Huntington. Voilà. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, les Européens doivent comprendre qu'ils doivent s'impliquer au niveau de la scène internationale en tant que civilisation et non Et pas pas de qu'État. nations-États. Voilà. Sinon, ils ne pourront pas concurrencer. Ils ne pourront pas. Ce n'est pas possible. Si la France et l'Allemagne ont des politiques différentes, ils ne pourront pas concurrencer. Ça sera au détriment des deux, n'est-ce pas? Or, les Européens ont une certaine économie d'interdépendance. C'est-à-dire... Depuis Jean Monnet et le traité de Maastricht. Merci beaucoup. Depuis Jean Monnet et le traité de Maastricht. C'est-à-dire que les armées sont interdépendantes les unes des autres. Les munitions que l'armée française utilise sont les mêmes munitions que les armées allemandes utilisent. Certaines pièces sont fabriquées en Allemagne, d'autres en France. Donc, ils n'ont pas les moyens de se faire la guerre. Ils n'ont pas les moyens d'avoir une relation d'animosité. Pas possible. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui différencie un Français d'un Allemand, honnêtement, à part la langue? À part la langue, c'est la même civilisation, c'est la même culture, ce sont les mêmes mœurs. D'une certaine façon, ce sont les mêmes mœurs. C'est la même architecture. Maintenant, il y a quelques différences de forme, mais jamais de fond. Donc, voilà. Et ensuite, donc, nous pouvons comprendre cela, nous pouvons analyser cela, et nous devons apporter des solutions à cela. Et les solutions à cela, eh bien, Jean Monnet, quand ils avaient mis en œuvre l'interdépendance européenne, eh bien, il voulait faire en sorte que les Européens n'aillent plus jamais à la guerre. Donc, l'Allemagne sera l'industrie, l'Allemagne sera la force industrielle de l'Europe, la France sera la force des services. C'est pour ça que la politique française, depuis 50 ans, c'est de désindustrialiser. Ils désindustrialisent pour devenir une nation de services. Or, la France... Économie tertiaire. Oui, alors la France s'est transformée en économie tertiaire. Alors, économie primaire, ça veut dire l'agricole. Ouais. Vraiment simple. Alors prochainement, économie secondaire, qui est les industries, les commodités, et économie tertiaire, des services et des finances. Exactement. Donc l'Allemagne sera une économie industrielle. Secondaire. La France, une économie de services, donc. Tertiaire. Or, la France, traditionnellement, était une économie agricole. Comme tout d'entre eux. Comme tous les Européens, c'était des économies agricoles. Mais or, ils essaient de créer des interdépendances entre eux. Donc, comme ça, pour que la France n'aille pas en guerre avec l'Allemagne ou vice-versa. Eh bien, si l'un va en guerre avec l'autre, ça sera au détriment des deux. Les deux perdront de toute façon, n'est-ce pas? Donc, les Européens doivent trouver des compromis. Les Européens doivent trouver, eh bien, certains parlent bien sûr d'une fédération européenne. D'autres parlent d'une influence française. D'autres parlent, eh bien, il faut trouver un moyen. Voilà, il faut trouver un moyen. Il faut trouver une défense européenne. Il faut trouver les qualités de chacun et les mettre en œuvre, les mettre en commun pour la défense de tous. Un pour tous? Tous pour un. Oui, voilà. Les trois mousquetiers. d'Alexandre Dumas. Voilà. Donc, il faut qu'ils agissent en tant que mousquetaires. Ah, voilà. Il faut qu'ils agissent en tant que mousquetaires, sinon ils seront plus bas que terre, mesdames et messieurs. Encore une fois? Voilà. Non, dis cela encore une fois. Eh bien, il faut qu'ils agissent en tant que mousquetaires, sinon ils seront plus bas que terre. Voilà. Bah, c'est comme ça. Donc, l'unité fait la force. Or, l'unité est le divin, la division est le diable. Quelle est l'étymologie du mot diable? Diable. Division. Celui qui divise. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, la guerre fait rage à l'est de l'Europe. Et il faut des garanties de sécurité. Ces garanties de sécurité, eh bien, seront apportées par une Union européenne. Mais non pas seulement une union économique, plus que cela. Une union qui se basera sur les liens culturels, historiques et surtout civilisationnels de l'Europe. Merci. Mesdames et messieurs, Napoléon avait essayé d'unifier le continent européen.
L'armée de Napoléon n'était pas l'armée française, c'était la grande armée. C'était une armée composée d'Européens. Napoléon avait fait cela car il savait que quand la Chine se réveillera, Le monde tremblera. Donc, il savait que l'introduction de la Chine dans le système international qui s'est faite avec Henry Kissinger, Pendant l'époque de Nixon. on parlera de ça, Et on a fait une vidéo tout à sur fait, Kissinger. sur Henry, bien Et sûr. son thèse, le signifiance de l'histoire. La philosophie de l'histoire, bien sûr. Et donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo, c'est la première de plusieurs vidéos sur Henry. Et Napoléon savait que quand la Chine serait introduite dans le système international, il y aurait des répercussions énormes. Les États westphaliens ne sont plus à jour. Il faut unir la civilisation. Et parlons un peu de l'introduction de la Chine dans le système international et de la technique et la politique américaine. Exactement. Voilà. Alors, un des qualités définissantes de la guerre froide, c'était cette concurrence des systèmes. La concurrence des systèmes entre celle des Américains, le libéralisme, la démocratie, contre celle des Russes et des Chinois, un peu plus autoritaires et communistes. Et alors, voilà le problème pour les Américains. Si ces deux puissances orientales s'unissent, ils seraient un adversaire de poids, trop puissant pour faire la concurrence contre cela. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils faisaient une ouverture économique vers la Chine pour l'intégrer dans le monde économique, financier, dans le monde libéral. Exactement. Donc, la Chine, en fait, qui était dirigée par Mao Tse-tung à l'époque, eh bien, s'est faite introduite dans le système international, le système libéral. Eh bien, c'est un peu un oxymore parce qu'ils sont communistes. Mm-hmm. Et il y a eu les réformes de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping qui était l'architecte de l'éveil chinois. Ouais. Donc, c'est lui qui était le père fondateur de l'autonomie géostratégique chinoise. C'est-à-dire, quel était son plan? Tout d'abord, faire travailler les gens, les faire travailler, créer de la valeur. Avec cette valeur, élever la classe rurale au niveau d'une classe moyenne respectable. Ensuite, étape 3, prendre la classe moyenne et en faire des consommateurs de masse. Pourquoi? Pour que la consommation de l'industrie chinoise ne soit pas dépendante sur les influences étrangères. Pour pouvoir consommer ce qu'on produit et vendre à nos propres consommateurs. Donc, de par le fait qu'ils consomment ce qu'ils produisent, ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre pour acheter. Ils ne sont pas dépendants économiquement d'autres personnes. Ok? Donc, créer une autonomie. Alors, les États-Unis, par le biais d'Henry Kissinger, qui était un érudit de l'historiographie cynique, comme on l'appelle, chinoise, de cette civilisation-là, eh bien, et c'est très important l'histoire dans les relations internationales, car dans les relations internationales et la diplomatie, c'est pouvoir se mettre à la place de l'autre. C'est pouvoir comprendre le point de vue de l'autre, c'est se mettre dans les souliers de l'autre, c'est pouvoir accorder à l'autre ce qu'il désire pour la paix, pour la stabilité et pour l'harmonie. Leurs intérêts. Les pays ont des intérêts qui sont supérieurs de leurs idéologies et de leur gouvernement particulier. Et c'est cela, la valeur de l'histoire en termes des relations internationales. Trouvons des intérêts nationaux. Tout à fait, complètement. Donc, vous avez vu comment les Américains ont emmené les Chinois de leur côté. Et puis voilà, le mur de Berlin est tombé. Parce que les communistes, à l'époque, avaient vu que, voilà, bon, les Chinois ne sont plus avec nous, donc si on commence la guerre, maintenant, on va perdre. Et Henry Kissinger, dans son livre On China, sur la Chine, c'est écrit noir sur blanc. Dans 50 ans, on devra faire l'inverse, c'est-à-dire on devra aller du côté des Russes. On doit faire une ouverture vers les Russes. Voilà, contre les Chinois. Pas contre, mais si vous voulez, pour contenir les Chinois. Ça n'est pas une politique d'animosité, ça n'est pas une politique d'attaque, c'est plutôt une politique de prévention. C'est une politique pour éviter le pire, pour éviter le chaos, pour préserver l'ordre, la stabilité, l'harmonie. Donc, c'est par là qu'on peut comprendre la politique américaine de par cela, n'est-ce pas? On peut voir toutes les concessions que les Américains font aux Russes. Car ils veulent les Russes de leur côté, et plus, ils veulent exploiter les minerais qui se trouvent dans l'est de l'Ukraine. Ils veulent exploiter les minerais qui se trouvent dans l'est de l'Ukraine, je répète. Et ils veulent aussi que les dilemmes de demain qui sont la nouvelle Méditerranée, c'est la mer sud-chinois.
voilà, l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique c'est le nouveau conflit entre Rome et Carthage. L'Indo-Pacifique, eh bien, sera le théâtre des conflits mondiaux. Le frontière des grands problèmes du XXIe siècle seront résolus dans cette région. Donc voilà, l'Indo-Pacifique sera le théâtre des conflits mondiaux de demain. Et c'est pour cette raison que les Américains sont en train de faire une ouverture vers les Russes. Tout à fait. Pour contenir cette menace chinoise. Tout à fait, exactement. De par là, on peut comprendre mieux ce qui se déroule. Les Chinois, vous savez, sont un peuple de commerçants. Ce sont des commerçants. Depuis la nuit des temps, ce sont des commerçants. Ce sont, si vous voulez, les Britanniques de l'Extrême-Orient. Non, ouais, c'est la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, donc, les Chinois veulent avoir du commerce avec les autres. Écoutez, les Chinois ne jouent pas aux échecs. Les échecs sont un jeu de confrontation directe. Les Chinois jouent à ce qu'on appelle le Xiangpi. Le Xiangpi, mesdames et messieurs, c'est un jeu où on encercle l'adversaire pour le contenir. Ça n'est pas un jeu de confrontation, c'est un jeu d'encerclement. Donc on peut mieux comprendre l'esprit et la mentalité chinoise en comprenant les jeux auxquels ils s'adonnent, parce que le jeu n'est rien d'autre que l'émulation de la guerre. De par là, eh bien, la politique américaine, le feu avec le feu, n'est-ce pas? Il faut contenir. Et on peut voir que toutes ces vicissitudes qu'on a pu remarquer ces dernières semaines se traduisent en un chamboulement de la scène internationale. Un retour de le réalisme. Voilà. Le déclin des concepts des États westphaliens, le retrait américain, et puis le réarmement de l'Europe. Ah oui. Oui, tout à fait. L'Europe passe à une économie de guerre, mesdames et messieurs. C'est vrai. Les pays européens se réarment. Les pays européens se réarment pour assurer leur propre défense. Et certains sont réticents, d'autres comprennent. Mais il faut que les Européens se posent une question. Vous savez, le général de Gaulle disait déjà, non pour une Europe atlantiste et non pour une Europe communiste. Où est l'avenir? Il est en nous! Ce qui veut dire, l'avenir des Européens se trouve en eux. N'est-ce pas? La salvation, mesdames et messieurs. L'accès aux cieux commence de façon interne. Les portes du paradis, le royaume des cieux est en vous, mesdames et messieurs. Il n'est pas à l'extérieur. Le salut vient d'une décision interne. L'avenir est en nous. Shakespeare nous posait déjà la question. Être ou ne pas être? Être ou ne pas être européen? Car ici, dans le Vendredi Salon, nous avons déjà répondu à cela. Être. Être. Et toujours être. Et de par là, je dirais que vos plaisirs sont nos désirs. Vos espoirs sont nos devoirs. Voilà. Et voilà. Voilà qui je suis. Mais voilà, même ici, mes années c'est fini. C'est mes peurs, c'est mon cri. Mais voilà.